Bonjour à tous. D'abord, j'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer. Et donc effectivement, on va parler d'inflammation et de lésions cérébrales dans ce topo. L'inflammation, c'est la réaction de l'organisme face à une agression qui met en jeu le système immunitaire. Et l'objectif de ce topo, ça va être de voir quels sont les mécanismes et les conséquences de l'inflammation dans le contexte de lésions cérébrales. Et cette inflammation, elle survient en premier lieu sur le lieu de l'agression. Et donc, dans le contexte de lésions cérébrales, on va parler de neuroinflammation. Et elle prend sa source parce que lorsqu'il y a une lésion cérébrale, que cette lésion elle soit ischémique, traumatique, excitotoxique, il va y avoir une nécrose cellulaire, que cette nécrose cellulaire, elle va entraîner la libération dans le milieu extracellulaire de molécules qui sont normalement intracellulaires, comme des morceaux de mitochondries du noyau de la cellule. Et ces molécules vont agir comme des signaux de danger. C'est ce qu'on appelle des alarmines en français, ou des DAMPs dont on parlait tout à l'heure, les Damage Associated Molecular Patterns. Et ces DAMPs, ils vont pouvoir être reconnus par les cellules de l'immunité innée qui possèdent à leur surface des récepteurs qu'on appelle les Toll-like récepteurs. Et lorsque les DAMPs vont se lier aux Toll-like récepteurs, ça va activer les cellules de l'immunité innée qui vont proliférer et libérer des médiateurs pro-inflammatoires. Mais bien évidemment, mon topo, il ne va pas s'arrêter là. La réaction inflammatoire, c'est en fait une réaction complexe et dynamique qui met en jeu de nombreux effecteurs cellulaires ou moléculaires. Et on va essayer de faire un peu le point sur ces différents effecteurs. Et on va commencer par un des plus célèbres au niveau cérébral, c'est la microglie. La microglie, c'est le phagocyte résident du système nerveux central. C'est une cellule présentatrice de l'antigène. Et dès qu'il y a une agression, une lésion cérébrale, la microglie, elle va s'activer. Et cette activation, ça va entraîner un changement de morphologie. Vous voyez ici, là, c'est une imagerie. Vous voyez les microglies qui sont marquées en vert. Lorsqu'il n'y a pas de lésion, les microglies, elles sont très ramifiées, avec beaucoup de prolongement. Et lorsqu'on fait, ici c'est un traumatisme crânien, les microglies, elles vont changer de morphologie, devenir ce qu'on appelle de forme amoeboïde. Elles vont avoir beaucoup moins de prolongement, elles vont migrer vers la lésion. Et les quelques prolongements qu'elles ont, vous le voyez ici, elles vont les envoyer vers les lésions, qui est marqué ici par le petit trait en pointillé blanc. Donc voilà, migration, changement de morphologie, mais l'activation microgliale, ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi l'activation de voies de signalisation intracellulaire qui va aboutir à la production de médiateurs de l'inflammation qui peuvent, en fonction du stimulus à laquelle la microglie est exposée, l'orienter vers un phénotype plutôt pro-inflammatoire ou anti-inflammatoire. Classiquement, on décrivait ces phénotypes de façon assez dichotomique en se calquant sur ce qui avait été décrit pour les macrophages, avec un phénotype dit M1 pour le pro-inflammatoire et M2 pour l'anti-inflammatoire. Ça, c'est très vrai dans les études in vitro où les stimuli sont très stéréotypés et toutes les microglies du puits sont exposées de la même façon et vont répondre de la même façon. En réalité, in vivo, c'est beaucoup moins dichotomique que ça. C'est plutôt un continuum, ce phénotype microglial. Et il peut même, au sein d'une même lésion cérébrale, exister des microglies avec des phénotypes différents. Bon, néanmoins, ça permet, cette dichotomie un peu artificielle permet quand même d'étudier, notamment in vitro. Et dans le laboratoire, Wibolscher, il y a quelques années, avait étudié les conséquences de ce phénotype microglial sur les neurones. Il avait stimulé des microglies en culture avec des stimuli qui l'orientaient soit vers un phénotype pro-inflammatoire M1, soit un phénotype anti-inflammatoire M2. Il avait ensuite récupéré le milieu de ces microglies et il l'avait mis sur des cultures de neurones et il avait montré que le milieu des microglies N1 entraînait plus de mort neuronale que dans les puits des neurones contrôle. Et par contre, le milieu des microglies M2, lui, entraînait un phénomène de neuroprotection.
Donc voilà, une arme à double tranchant avec donc le côté neurotoxique de ces médiateurs libérés par les microglies qui vont intervenir à la fois en entraînant de la perte de synapses via l'IL1 qui va entraîner des lésions axonales et dendritiques par la libération de radicaux libres oxygénés, qui va entraîner de la mort cellulaire en aggravant les phénomènes d'excytotoxicité par le TNF-alpha. Ensuite, lors d'une lésion cérébrale, il y a aussi le phénomène d'activation du complément qui intervient dans l'inflammation. Le système du complément, ça correspond à une cascade d'enzymes qui participent à la défense de l'organisme, notamment contre l'infection, mais aussi lorsque le stimuli initial, c'est des DAMPs. Ça permet de favoriser l'opsonisation, la phagocytose, ça va aboutir à la lyse cellulaire. Il y a plusieurs voies d'activation du complément, la voie classique, la voie alternative, la voie de la lectine. Elles aboutissent, ces voies mettent en jeu différentes fractions du complément. Elles aboutissent tous à la formation du MAC, le membrane attaque complexe, qui va favoriser la cytolyse. On sait depuis longtemps maintenant que le complément est activé en cas de lésion cérébrale. Là, c'est des données chez les traumatisés crâniens où on dose certaines fractions du complément dans le LCR et on voit que là, en l'occurrence, c'est la fraction C5, elle est plus élevée que chez les patients contrôle qui sont ici. Et c'est d'autant plus élevé que le patient a une altération de la barrière hémato-encéphalique. Et là, les patients traumatisés crâniens, ils étaient divisés en groupe 2, patients sans altération de la barrière, et groupe 1, patients avec altération de la barrière. Et dans des études expérimentales, il a été montré que inhiber l'activation du complément, ça pouvait avoir des effets bénéfiques. Notamment, ça c'est une étude, un modèle de traumatisme crânien chez des souris, où ils utilisaient des antagonistes de la fraction C6, le C6 antisens, et un antagoniste de la fraction C5 du complément, l'OMCL. Et vous pouvez voir sur ces immunohistochimies là, que lorsqu'on utilise ces antagonistes du complément, on récupère des neurones qui sont quasiment comme sur les animaux non blessés, alors que chez les animaux contrôle, vous voyez, on a une perte du marquage violet et l'apparition de petits points noirs qui signent l'apoptose. Pareil, on récupère des axones quasiment semblables à ceux des animaux non blessés. On améliore avec ces deux antagonistes des scores neurologiques et on limite la perte de poids des animaux après le traumatisme crânien. Un autre événement qui survient lors de la neuroinflammation, c'est le recrutement des cellules immunes périphériques. En effet, lors d'une lésion cérébrale, il va y avoir des altérations de la barrière hémato-encéphalique qui peut être lésée directement par le traumatisme et qui va aussi avoir des modifications de sa perméabilité liées au phénomène inflammatoire. Et une des premières cellules de la périphérie qui va s'infiltrer au niveau cérébral sont les polynucléaires neutrophiles. Dans les heures qui suivent le traumatisme, on va voir l'infiltration des polynucléaires neutrophiles. Et ces neutrophiles, ils sont impliqués notamment dans le phénomène d'œdème cérébral. Là, dans cette étude, toujours dans un modèle de traumatisme crânien chez la souris, ils ont mesuré le contenu cérébral en eau après le traumatisme crânien et vous voyez que dans l'hémisphère ipsilatéral chez les animaux contrôle, donc qui ont juste le traumatisme crânien, ce contenu en eau augmente à 24 et 48 heures, donc ça signe de l'œdème cérébral. Et par contre, lorsqu'on déplète les polynucléaires neutrophiles chez les animaux, donc on les rend neutropéniques, le contenu en eau diminue et donc on limite l'œdème cérébral et pareil, on va améliorer la survie des neurones avec moins de mort cellulaire que ce soit dans le cortex ou dans l'hippocampe. Un autre type de cellules périphériques qui va s'infiltrer au niveau cérébral lors d'une lésion cérébrale sont les monocytes
qui vont migrer et se différencier en macrophages une fois dans le parenchyme. Cette migration-là, elle est plus tardive que celle des polynucléaires neutrophiles. Elle est plutôt, commence vers 4-5 jours, mais elle dure longtemps, plusieurs semaines après la lésion initiale. Là, sur ces images, vous pouvez voir des monocytes qui sont périvasculaires. Vous avez les vaisseaux du parenchyme cérébral qui sont marqués avec les petites astérix et les monocytes qui sont marqués en marron là, sur ces coupes-là. Ces macrophages, on les compare souvent aux microglies, parce qu'ils ont des phénotypes proches. Mais ce qui a été montré, c'est que les macrophages infiltrants sont probablement beaucoup plus neurotoxiques que les microglies résidentes. Une fois dans le parenchyme cérébral, ils sécrètent beaucoup plus de radicaux libres oxygénés, beaucoup plus d'IL1 notamment, et donc ils ont un potentiel neurotoxique plus important. Donc là, on a vu les polynucléaires neutrophiles, les monocytes, les macrophages, donc les cellules qui s'infiltrent et qui sont de l'immunité innée, mais il y a aussi l'immunité adaptative qui joue. Alors, on en a pas mal parlé, notamment pendant le premier topo. Après une lésion cérébrale, il va y avoir notamment des lymphocytes T qui vont s'infiltrer avec une temporalité différente en fonction du type de lésion et du modèle qu'on regarde. Ces lymphocytes T, il y en a plusieurs sous-types et ces sous-types peuvent être... il a été montré qu'ils étaient soit plutôt neuroprotecteurs, soit neurotoxiques, et notamment les sous-types pro-inflammatoires TH1, TH17 et les cytotoxiques CD8. Cette infiltration serait plutôt délétère, et par contre les lymphocytes qui eux sont plutôt immunosuppresseurs ou en tout cas immunorégulateurs anti-inflammatoires, TH2, Treg, seraient eux plutôt neuroprotecteurs. Donc là c'est pour les cellules de l'immunité à proprement dite, mais ne sont pas les seuls à réagir et participer à la réaction inflammatoire lors d'une lésion cérébrale. Les astrocytes sont aussi mis en jeu. Les astrocytes sont des cellules qui participent à l'homéostasie du système nerveux central. Ils participent à la barrière hémato-encéphalique, au fonctionnement énergétique du neurone, au contrôle des synapses. Et de la même façon que les microglies que vous voyez ici marquées en rouge vont s'activer et changer de morphologie au moment d'une lésion cérébrale, ici en l'occurrence d'un traumatisme crânien, les astrocytes aussi vont s'activer et changer de morphologie, comme vous pouvez le voir ici avec des astrocytes marqués en vert. Donc ces astrocytes actifs, on les appelle les astrocytes réactifs. Et cette réaction astrocytaire, donc il y a un changement de morphologie, il y a aussi une prolifération des astrocytes, c'est ce qu'on appelle l'astrogliose. Et cette astrogliose, ces astrocytes réactifs, ils vont libérer des médiateurs pro-inflammatoires. Ils vont aussi entraîner des perturbations de la barrière hémato-encéphalique et ils vont aussi entraîner des perturbations du fonctionnement des synapses, parce que les astrocytes, ils ont un rôle très important, notamment au niveau des synapses glutamatergiques, de recapture du glutamate. Et lorsqu'il y a une réaction d'astrogliose, cette fonction-là, elle va être moins assurée, et donc ça va laisser plus de glutamate au niveau des synapses et ça participe au phénomène d'excytotoxicité. Donc là, on a vu la réaction locale, la neuroinflammation, mais on en a parlé à plusieurs reprises déjà ce matin, que donc, le cerveau, il n'est pas tout seul, il est dans un corps, et que l'inflammation systémique et ce qui se passe en périphérie peut aussi avoir un rôle et jouer un rôle sur la neuroinflammation et sur la lésion cérébrale initiale. Ça, c'est dans le laboratoire, c'est Vincent Degos qui a beaucoup étudié ça. Il avait montré dans un modèle d'ischémie cérébrale que lorsque on faisait aux animaux, en plus de l'ischémie cérébrale, une fracture périphérique, on majorait l'infiltration des macrophages dans le cerveau de ces animaux au niveau de la lésion cérébrale. Et lorsqu'on déplétait les macrophages en administrant aux animaux une molécule qui s'appelle le clodrolip, donc déjà
forcément, il y a beaucoup moins de macrophages, donc on limite nettement l'infiltration des macrophages, mais ça permet aussi de diminuer nettement la taille de la lésion cérébrale dans ce modèle donc, qui associe une lésion cérébrale et une fracture périphérique et donc une inflammation périphérique. Vincent a aussi étudié les conséquences de l'inflammation systémique sur les lésions cérébrales dans un modèle de lésion excitotoxique. C'est un modèle qu'on utilise beaucoup dans le laboratoire où on va faire une injection d'iboténate, un agoniste glutamatergique, dans le cerveau de souris ou de rat. Et ça fait une lésion excitotoxique avec un beau trou, comme vous le voyez sur cette image. Et on avait retrouvé que lorsque, en plus de ces lésions excitotoxiques, on induisait une inflammation périphérique, soit avec de l'injection d'interleukine 1, soit avec de l'injection de LPS en intrapéritonéal, donc en systémique, on augmentait significativement la taille des lésions excitotoxiques. Et Vincent avait montré que ce phénomène de sensibilisation des lésions excitotoxiques par l'inflammation était lié à la modulation de l'activité des récepteurs métaprotropiques au glutamate par l'inflammation. En effet, lors d'une lésion excitotoxique, donc il y a le glutamate qui va aller activer les récepteurs au glutamate et notamment les récepteurs métabotropiques. Ça active des voies de signalisation intracellulaires qui vont aboutir à la libération de calcium intracellulaire au niveau du Golgi et ce signal calcique va entraîner les phénomènes d'apoptose. Et en dehors d'un contexte inflammatoire, ces voies de signalisation, elles sont inhibées par une protéine, GRK2, qui va aller limiter ce phénomène ce signal calcique et les phénomènes d'apoptose. Et par contre, lorsqu'il y a une inflammation, l'interleukine 1, qui est produite en contexte inflammatoire, elle va aller downréguler l'expression de cette protéine GRK2, donc il y aura moins de GRK2, moins d'inhibition de cette voie de signalisation et donc plus de calcium et plus de mort cellulaire. Donc là, on a vu ce qui se passait en aigu. Je voulais quand même vous parler un peu des conséquences à long terme, parce qu'en fait, ces phénomènes d'inflammation, de neuroinflammation, ils ne s'arrêtent pas à la phase aiguë que nous, on connaît bien en réanimation. En fait, ils vont persister des mois, des années après la lésion initiale, et c'est notamment bien connu maintenant dans le traumatisme crânien, avec des patients qui vont aussi continuer à se dégrader cliniquement. C'est ce qu'on appelle l'encéphalopathie post-traumatique. On sait, grâce à des imageries par PET qui utilisent des ligands spécifiques des microglies et des monocytes, qu'il persiste chez les patients traumatisés crâniens une activation microgliale des années, voire des mois, voire des années après un traumatisme crânien. Et donc, on pense que c'est cette activation microgliale, cette neuroinflammation prolongée qui participe à ce tableau de lésions tertiaires et d'encéphalopathie post-traumatique. Et dans le laboratoire, c'est Alice Jacquin qui étudie la neuroinflammation dans ce contexte de lésions tertiaires. Alors Alice a mis l'hypothèse que cette activation microgliale prolongée, elle est sous-tendue par des modifications épigénétiques. Donc l'épigénétique, c'est l'ensemble des processus moléculaires qui permettent de moduler l'expression des gènes sans modifier le génome. C'est lié à la condensation de la chromatine. Lorsque la chromatine schématiquement, lorsque la chromatine est très condensée, les gènes vont être moins accessibles, ils sont coincés au milieu des histones. Par contre, lorsque la chromatine est moins condensée, là, les gènes ils vont devenir plus accessibles et ils vont pouvoir être transcrits plus facilement. Et donc, Alice, elle a regardé le statut d'ouverture et de fermeture de la chromatine des cellules microgliales par une technique qu'on appelle l'attaque sec chez des souris qui ont un traumatisme crânien, un modèle pédiatrique à J7 de vie de la souris. Elle est allée regarder à 45 jours de vie qu'est-ce qui persistait comme modification. Elle a pu mettre en évidence qu'il y avait 24 gènes qui avaient un
statut différent d'ouverture et de fermeture de la chromatine par rapport aux souris contrôle. Et parmi ces gènes-là, il y en avait notamment 5 qui intervenaient dans la modulation des récepteurs aux glucocorticoïdes. On en revient toujours aux glucocorticoïdes finalement. Et parmi ces 5-là, il y en avait un qui, à l'échelle transcriptomique, donc d'ARN et protéomique, avec des protéines analysées en Western blot, qui était effectivement bien down-régulé, le gène FKBP5, qui agit 90 des souris, donc 3 mois de vie, et c'est un temps long pour des souris, avait une expression significativement plus basse chez les souris qui avaient eu un traumatisme crânien que chez les souris contrôle. Donc maintenant qu'on a fait le point sur les mécanismes de la neuroinflammation, qu'on a vu quelques tests de thérapeutique en préclinique, je vais vous parler des perspectives thérapeutiques chez l'homme. Alors, je ne vais pas vous faire un catalogue de tout ce qui est testé, on n'a pas le temps là pendant cette présentation. Je vais faire un peu d'auto-promo. Je vais vous parler de l'essai Traumacell, un essai qu'on a monté avec Vincent, un essai contrôlé, randomisé, qui va tester l'administration des cellules stromales mésenchymateuses issues du sang de cordon ombilical chez les patients traumatisés crâniens. En effet, il y a beaucoup de données précliniques qui montrent que ces cellules stromales mésenchymateuses issues du sang de cordon, elles ont des propriétés qui permettent de modulation de la neuroinflammation, de neurogénèse, d'angiogénèse, de neuroprotection. Dans des modèles animaux de traumatisme crânien, ils ont montré qu'elles pouvaient avoir des effets bénéfiques. On a beaucoup moins de données humaines. On a quelques études de phase 1 chez les patients traumatisés crâniens. Enfin, néanmoins, ce type de cellule a été maintenant beaucoup administré dans beaucoup de pathologies différentes. Et donc, le recul qu'on a sur ces cellules, c'est qu'on a une bonne safety avec peu, voire pas, d'effets indésirables. Et donc, on va, nous, les tester chez les patients traumatisés crâniens graves, avec comme critère de jugement la neuroinflammation à 6 mois, avec comme hypothèse que l'administration de ces cellules souches à la phase subaiguë, elle va permettre de limiter l'inflammation prolongée et limiter les lésions tertiaires chez nos patients. Et donc, pour mesurer cette neuroinflammation chez nos patients, on va utiliser une technique qui s'appelle la PET-IRM, donc qui couple la puissance anatomique, structurelle d'une IRM avec une PET et un ligand spécifique de l'activation des monocytes et des microglies. Donc ça va nous permettre de mesurer la neuroinflammation chez nos patients. Il y aura bien sûr une évaluation clinique aussi pour voir si ça s'accompagne d'effets cliniques. Donc en conclusion, on l'a vu, la physiopathologie de la réaction immunitaire, c'est quelque chose de très complexe, très dynamique. Ça dépend beaucoup des conditions initiales, de ce qui va se passer pendant notamment le séjour en réanimation du patient. Il y a des acteurs intracérébraux et extracérébraux qui vont agir à des moments clés différents. Et donc, cette réaction inflammatoire, elle est nécessaire pour permettre les processus de cicatrisation, mais elle a aussi des effets toxiques qui vont pouvoir entraîner de la mort neuronale, et donc on va chercher à moduler et à limiter au maximum. Et donc ça, c'est le fruit de recherches intenses, et on espère que bientôt on aura des résultats. En tout cas, j'espère que dans 2-3 ans, on pourra vous présenter les résultats de Traumacell et que ce seront des résultats intéressants. Et j'en profite, je prends 1 minute pour, si jamais vous avez un projet de recherche en genèse innovant et que vous souhaitez en discuter avec des experts, candidatez pour participer au bootcamp du réseau recherche de l'ASFAR. Ce sera une journée riche dans un lieu sympa, avec une ambiance sympa, et qui permettra d'améliorer vos projets de recherche pour obtenir des financements et réussir vos études. Merci beaucoup.